avec Christophe Jacobussin. Bonsoir Christophe. Bonsoir Olivier, bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Alors pour vous, c'est clair, c'est Martine Aubry. En tout cas, vous nous avez expliqué tout à l'heure toutes les raisons qui faisaient qu'elle serait évidemment candidate aux primaires. On vous écoute. Si je peux me permettre un commentaire sur Martine Aubry que je connais bien. Martine Aubry, quand elle a parlé de cette responsabilité, on a très mal compris, parfois même y compris au Parti Socialiste, cette idée de pacte avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce qu'elle disait, c'est je ne veux pas être candidate par orgueil, je ne veux être candidate que si je sens que je suis la mieux placée, à la fois pour gagner, mais aussi pour rassembler le peuple de gauche. Pas seulement les élus, pas une affaire de rassemblement des groupes parlementaires, c'est important, des maires, mais le peuple de gauche, les classes moyennes, les classes populaires. Bref, je ne rentre pas dans le détail. J'ai envie de vous poser deux questions. D'abord, rassembler le peuple de gauche. Est-ce que c'est l'unique vocation d'un candidat à la présidentielle? Il s'agit de rassembler les Français? Bien sûr que oui, mais pour commencer, le candidat de la gauche doit rassembler celles et ceux qui se reconnaissent dans la gauche. Ce qui était intéressant dans le débat avec Dominique Régnier tout à l'heure, c'était de constater qu'il y a des mouvements, des migrations sur le plan électoral, et notamment de femmes et d'hommes qui devraient être concernés au premier chef par le projet que nous portons et qui s'en sentent éloignés, qui appartiennent aux classes populaires et aux classes moyennes, qui vivent de leur travail, en gros comme une communauté de destin au sens... Bon, ils gagnent peut-être pas le même salaire, mais ils sont inquiets du déclassement, du licenciement, de la souffrance au travail. Ils ont un quotidien qui est rythmé de la même manière. Eh bien, c'est à eux que nous voulons parler, pour commencer. D'abord parce qu'ils sont les grands oubliés des 10 dernières années, et qu'on leur les a beaucoup promenés dans le discours politique. Je ne parle pas du PS, mais je parle de la droite. Et donc, évidemment qu'il faut penser au-delà. Évidemment que si demain Martine Aubry est la candidate du Parti Socialiste, elle regardera au-delà. Mais au-delà, c'est ne pas oublier pour qui on doit parler d'abord. Et je crois qu'il faut parler d'abord au nom de celles et ceux qui vivent de leur travail ou aspirent à en vivre parce qu'ils sont au chômage ou en ont vécu mais sont à la retraite. C'est pas un petit peu la limite et le défaut des primaires? Ça oblige le candidat ou la candidate à avoir un discours à l'égard d'une partie des Français, puis une fois qu'il ou elle aura été désignée par les sympathisants de gauche, elle va alors se transmuter en candidat des Français. La droite n'a pas eu à faire ça, par exemple en 2007. Le discours de Nicolas Sarkozy le 14 janvier, il s'adresse à toute la France et pas au peuple de droite. Vous avez entièrement raison, mais après il a fait une politique pas pour toute la France. Vous noterez, pendant 5 ans, là il n'a pas oublié quelle était sa clientèle électorale. Et s'il y a bien une caractéristique qui est frappant justement, c'est qu'il aura eu un discours qui a emprunté, y compris à des références historiques de la gauche abondamment, mais après pour avoir une politique tout entière concentrée sur toute petite partie de la population française. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut prendre les étapes les unes après les autres. Les primaires, c'est un moment privilégié de dialogue avec de démocratique avec la gauche. Ceux qui se reconnaissent dans la gauche, donc nous leur parlerons. Puis viendra le premier tour de l'élection présidentielle, là aussi, ce sera un moment fort, et puis le deuxième tour. Mais en disant cela, je ne crois pas heurter qui que ce soit. On peut vouloir rassembler au second tour et d'abord s'adresser à son électorat naturel. Deuxième question sur ce que vous avez dit sur Martine Aubry. On entend beaucoup au Parti Socialiste, quand on parle de Martine Aubry, le mot responsabilité. Est-ce que vous croyez qu'on est candidat à la présidentielle parce qu'on est responsable, parce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus? Est-ce qu'il ne faut pas de l'envie, quelque chose de viscéralement attaché? On pense à François Mitterrand, on pense à Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. C'est le combat d'une vie. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le combat d'une vie pour Martine Aubry? Ce qui est certain, c'est que le combat de sa vie, c'est de servir l'intérêt général. Et à l'intérêt général, je veux dire, pour l'avoir observé, quand il y a une situation qui est une situation de tension, de souffrance, de malaise, elle ne supporte pas les inégalités et l'injustice. Et aujourd'hui, on n'a jamais autant vécu avec autour de soi de l'injustice et des inégalités. Son moteur, son carburant, ce n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, l'orgueil, la volonté d'être la première de sa génération après François Mitterrand. Voilà, c'est pas une rivalité avec un autre. Je le dis, c'est pour la connaître et entendez-le, sinon c'est pour ça que son attitude a peut-être été un peu incomprise par beaucoup d'autres, des journalistes, des responsables politiques, quand elle disait « nous verrons qui est le ou la mieux placée ». Elle, sincèrement, elle se dit et elle est convaincue qu'on n'a pas le choix que de gagner. Donc c'est quand même et donc, si par orgueil, elle avait pensé pour faire prendre un risque à la gauche, eh bien, elle n'aurait pas accepté. Aujourd'hui, je crois qu'elle a cheminé dans sa réflexion et grâce à son travail, qu'elle est en situation de prendre une décision qui soit conforme à mes voeux. Plus une présidente de mission que de vocation, en quelque sorte. Bah oui, mais il est temps de penser au peuple et un peu moins à soi, quoi.
Voilà, c'est aussi une des leçons du sarkozysme. Alors, deuxième moment de cette émission, fort sur la politique économique. Vous avez cherché à défendre la politique économique du ou de la candidate socialiste. Le premier reproche qu'on vous fait, c'est ça va coûter beaucoup d'argent. On parle de 35 milliards, 50 milliards. Voici votre réponse à la Commission européenne. La première est de dire aujourd'hui que le grand paradoxe de l'Europe quand elle nous demande de rembourser nos déficits, c'est que d'une part, elle nous dit investissez dans la recherche, dans l'éducation, dans la formation, il faut que les États le fassent, et en même temps, quand elle regarde nos dépenses, elle ne fait pas la distinction entre une dépense de fonctionnement et une dépense d'investissement. Et nous disons que dans le calcul qui doit être celui par les Européens des déficits, pourquoi est-ce qu'on a creusé les déficits, on doit faire la distinction entre ce qu'est l'engagement des États à préparer l'avenir, et donc demain à faire de la croissance, créer des emplois, et ce qui est une dépense de fonctionnement. C'est un petit peu subtil. Hein. D'ailleurs, on a l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy, hein, quand il avait demandé à l'Europe de mettre à part les dépenses d'investissement dans nos déficits. Et d'ailleurs, bravo Nicolas Sarkozy qui a bien réussi. Il a échoué totalement, donc continuez. Quand même, quand on regarde vos programmes économiques, on retrouve beaucoup de choses qu'on avait déjà vues, notamment sur la période Jospin 97-2002. Les emplois aidés, 300 000 emplois jeunes. C'est pas la dépense d'investissement, c'est du fonctionnement, ça. Si vous croyez qu'aujourd'hui, créer de nouvelles activités, mettre des gens au travail... C'est de l'emploi aidé, donc c'est pas tout à fait de nouvelles activités. La plupart des emplois jeunes, c'était le dossier dont je m'occupais au cabinet de Martine Aubry, la plupart des emplois jeunes ont été pérennisés. Sans doute l'erreur que nous avions fait, c'était les emplois jeunes dans l'éducation, qui ont été mal construits, mal élaborés, là où ailleurs, grâce aux associations, ça avait eu un vrai résultat. C'est que si moi j'assume de dire que dans un certain nombre de domaines, l'État doit jouer le rôle d'impulseur, là où les marchés ne le font pas, là où le secteur économique ne le veut pas. Vous pensez qu'on fera un mix énergétique en faveur des énergies renouvelables s'il n'y a pas d'impulsion, d'un minimum de planification des investissements publics pour essayer de faire en sorte qu'on sorte de la dépendance du nucléaire et de la dépendance du pétrole? Non. On aura besoin donc d'un État stratège. C'est pour ça que le Parti socialiste propose de créer une banque publique d'investissement qui soit le partenaire de tous ceux qui veulent, dans ce domaine-là, l'économie verte, et la hausse des droits de douane et la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y a un candidat qui est plus clair, j'ai envie de dire, peut-être au primaire, c'est François Hollande qui a deux idées, une grande réforme fiscale et un plan pour la jeunesse. Est-ce qu'il ne faut pas mieux, plutôt que ce catalogue de mesures économiques, avoir il a une ligne directrice claire et le projet socialiste, dont il a dit qu'il était un bon projet, qu'il reconnaissait, plus ces deux idées. Mais ce que vous dites, mais il y a tout le projet socialiste. Et un mot sur les droits de douane. Si demain on fait pas ça, c'est délocalisation dans beaucoup de domaines. Il n'y a qu'à voir comment Renault délocalise déjà, comment l'automobile, la sous-traitance automobile délocalise. Si on ne fait pas en sorte d'avoir des tarifs douaniers aux frontières de l'Europe qui, vis-à-vis des pays qui sont totalement déloyaux, pratiquent le dumping social, eh bien on leur met une taxe, eh bien à ce moment-là, autant dire qu'on abandonne toute industrie. Voilà. Donc nous, on prend un engagement clair dans ce domaine-là.